Oui. Donc, comme l'a introduit Johanna, l'objectif de ce webinaire, c'est vous présenter les grandes fonctionnalités de Mon Espace Santé et aussi vous présenter le dispositif des ambassadeurs de Mon Espace Santé qui a pour objectif d'accompagner l'usager sur l'appropriation de son espace santé. Et donc, pour introduire un petit peu le sujet, Mon Espace Santé, on est sur un service public qui a été mis en place par le ministère de la Santé et l'assurance maladie. Et il a pour vocation d'être votre nouveau carnet de santé numérique. Et donc, on le verra plus concrètement sur la présentation. C'est une application mobile, une page web sur laquelle sont stockés de manière sécurisée l'ensemble de vos documents de santé, mais pas que. Il y a d'autres fonctionnalités qui composent Mon Espace Santé et on aura l'occasion de vous les présenter aujourd'hui. Mais avant ça, on va vous introduire un petit peu le Ségur du numérique, ce sur quoi repose aussi Mon Espace Santé. Donc, je laisse la parole à Margot Tacon pour la présentation du Oui, Ségur. bonjour à tous. Effectivement, avant d'aborder le gros du sujet, on souhaitait aussi vous recontextualiser un petit peu la genèse de ce projet et ce fameux virage numérique dont on entend parler depuis quelques années maintenant. Ce virage qui a démarré en 2019, notamment avec Ma Santé 2022, et qui s'est accentué avec le Ségur du numérique en santé, à ne pas confondre avec le Ségur numérique, je pense que vous en avez tous entendu parler, qui implique 3 volets différents, à la fois sur l'investissement dans les infrastructures, la revalorisation salariale et puis le Ségur numérique en santé. Donc, on s'accordera à ne parler que de celui-ci autour de la table aujourd'hui. Et donc, ce Ségur numérique, c'est 2 milliards d'euros qui ont été réinvestis pour moderniser le système de santé, favoriser et renforcer le partage des informations, les rendre plus fluides et surtout les sécuriser. Aujourd'hui, les enjeux de cybersécurité sont essentiels, notamment lorsqu'on parle de données de santé et de données personnelles. Et puis, surtout, un point plus qu'essentiel, c'est renforcer la convergence et ce qu'on appelle, un mot un peu barbare, l'interopérabilité. C'est faire en sorte que peu importe le secteur d'activité, peu importe l'outil numérique que vous utilisez, peu importe l'interface, la donnée de santé peut être transmise de bout à bout et ne pas se perdre. Et donc rattachée à votre identité. Et donc, ce volet du Ségur numérique en santé, de par cet investissement colossal, a cette ambition, ces ambitions en tout cas, de favoriser le partage des informations sur les différents secteurs d'activité que sont les activités de soins et d'accompagnement dans le médico-social, pour les professionnels de ville, dans les établissements de santé. Et donc, un des points très visibles de ce Ségur numérique, c'est l'apparition aussi donc, de ce carnet de santé numérique, comme l'a indiqué Victorine, qui est Mon Espace Santé. Voilà, donc on n'ira pas plus loin dans ce contexte, mais c'est pour vous expliquer un petit peu que c'est aussi quelque chose qui a démarré depuis longtemps maintenant, mais qu'on commence à voir, même citoyen, de manière beaucoup plus visible par l'intermédiaire de Mon Espace Santé qui a vu le jour du coup en début d'année dernière. Voilà, Victorine, je te relaisse la main. Merci Margot. Alors si on revient sur Mon Espace Santé, alors la slide, voilà. Donc Mon Espace Santé s'adresse à l'ensemble des citoyens français et implique aussi les professionnels de santé. Et donc pour construire cet espace santé, il y a toutes des instances de concertation avec tout un écosystème de citoyens, de professionnels de santé et d'institutions pour co-construire cet espace santé. Et donc, étant donné qu'on a pour ambition que cet espace santé soit accessible à tous, il y a une réflexion aussi sur l'interface de cet outil numérique, parce qu'on a bien conscience que tout dispositif numérique peut fragiliser certaines personnes qui sont en difficulté avec les outils numériques. Donc, on a une interface fluide et accessible pour tous, qu'il soit sur tablette, sur ordinateur ou sur mobile. Et donc là, le cœur de ce webinaire, c'est de vous présenter les différentes fonctionnalités de Mon Espace Santé. Donc au cœur de Mon Espace Santé, on retrouve grandes, plusieurs grandes thématiques. Donc, on a le dossier médical qui est le carnet de santé numérique avec une partie documentation qui est votre carnet de santé qui sera alimenté par des documents de santé. On a une partie qui est plus le profil médical. Donc là, c'est nous, en tant qu'usagers, qui renseignons nos différentes antériorités médicales. Et on a ensuite la messagerie, donc une messagerie sécurisée qui permet d'échanger avec ces professionnels de santé. On a aussi le catalogue de services qui est apparu dernièrement
et donc qui est, un peu, un référencement d'applications de santé et de bien-être qui est certifié par l'État et à venir courant de l'année 2023, un agenda qui permettra de prendre ses rendez-vous, via son espace santé. Et donc là, on va venir plus en détail sur l'ensemble de ces fonctionnalités. Pour toute question, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répondra à la fin du webinaire. Donc premièrement, le dossier médical partagé, c'est un gros élément, un élément important de l'espace santé et qui c'est celui qui constitue votre carnet de santé numérique. Donc les documents qui sont mis sur, cet espace santé sont à la fois alimentés par les professionnels de santé directement, mais aussi par les patients. Donc le patient peut directement ajouter un document, sur son espace santé de manière simple sur l'application mobile. On peut cliquer sur le plus et rajouter un document en le prenant en photo tout simplement. On a aussi, à terme les applications qui sont référencées dans le catalogue de services qui pourront mettre à jour, les informations sur votre espace santé et aussi à travers la messagerie sécurisée, les messages que nous envoient nos professionnels de santé et notamment les documents qui sont envoyés en pièce jointe de ces messages peuvent être alimentés, dans votre dossier médical partagé. Et donc en quelque so ce dossier médical partagé rassemble pardon, les documents de santé, les mesures de santé, votre profil médical et notamment, élément important aussi, un carnet de vaccination, ce qui permet de faciliter aussi le rappel des vaccinations, via ce dossier médical partagé. On a une capture d'écran sur le côté qui vous montre un petit peu comment se présente sur l'application mobile cette partie de documentation. Et tout l'intérêt, donc sur la consultation de des documents de santé, pour le citoyen, ça se fait via mon espace santé, mais pour les praticiens de santé, cela se fait par le DMP, pour pouvoir alimenter le dossier médical, de son patient. Et donc tout l'intérêt de cette partie qui est les documents de santé, c'est de pouvoir vraiment redonner aux citoyens la main sur ces documents de santé et concrètement, le citoyen peut bloquer, donner accès aux professionnels de santé, sur certains documents de santé. Donc il a la possibilité de masquer ces documents en un simple clic, d'accéder à l'historique de consultation de ces documents. Par exemple, si un professionnel de santé consulte, un document en particulier, l'usager sera notifié que tel professionnel de santé a consulté ce document. Et aussi, l'espace santé, on en reviendra par la suite, a été créé automatiquement. Donc aujourd'hui, tout le monde dispose, une grande majorité pardon, des citoyens français disposent d'un espace santé. Et ensuite, pour bénéficier de, toutes ces fonctionnalités, il y a une démarche d'activation des espaces santé et admettons, si vous avez activé votre espace santé et vous souhaitez le clôturer, le désactiver, c'est tout à fait possible. À tout moment, on peut décider d'activer ou de désactiver son espace santé. Hop. Et donc, pour cette partie qui est la confidentialité des documents de santé, hop, je vais vous mettre la vidéo. Hop, juste un instant. Voilà. Et donc cette grosse, partie qui est la confidentialité des documents de santé, on a une vidéo, un peu une vidéo pédagogique qui a été mise en place par l'assurance maladie. Il n'y a pas que celle-ci, il y a tout un fil de vidéos qui reviennent sur, les fonctionnalités de l'espace santé. Donc là, on va vous diffuser celle sur, la confidentialité des documents. Du coup, Victorine, je crois qu'on voit, on ne voit pas. Enfin, c'est Ah, vous ne noir. voyez pas? OK, c'est bizarre. Alors, si j'enlève, est-ce que vous voyez à présent? Oui, là, on OK, voit. OK.
Écoutez, je vais vous le mettre depuis le début. Alors, la vidéo ne dure pas longtemps, mais elle va vraiment juste droit au fait sur, cet enjeu de confidentialité des documents. Aussi, il y en a pas de son non plus. Du coup, Victorine n'en a pas de son. Si, D'accord. Bah, dans ce cas-là, il y a pas de souci, je vous enverrai, tous les supports aussi on qui peut sont la... présentés pendant ce webinaire. Oui, je peux tout transmettre par la suite, pas de problème. Ça marche. Merci, Joanna. Et donc, en plus de ce dossier médical partagé, on a le profil médical. Donc là, comme je vous le disais en introduction, c'est des différentes, questions liées à votre parcours de soins. Donc on a toutes les maladies qui ont pu arriver dans votre parcours de soins, les différents traitements que vous prenez, les allergies et cetera. Donc c'est des informations qui sont clés pour la prise en charge, par les professionnels de santé. On a aussi des informations administratives qui sont importantes, par exemple de renseigner son médecin traitant, ce qui facilite, la prise en charge toujours par les professionnels de santé. On a un cas d'usage assez classique qu'on évoque pour l'utilité de ce profil médical, c'est notamment en cas d'urgence. Admettons, vous arrivez en urgence, vous êtes totalement inconscient et vous ne pouvez pas voilà, communiquer aux professionnels de santé vos différentes problématiques de santé. Et donc, à travers ce profil médical qui se trouve sur votre espace santé, les urgentistes vont pouvoir, à condition que vous ayez donné accès à ces urgentistes, ils vont pouvoir voir les informations clés pour prendre en charge lors de ces situations d'urgence. Victorine, je pense que tu peux Oui, repartager, Ah, ok. Hop. Donc, voilà. c'est parfait, c'est bon. Alors, je ne sais pas du coup si vous n'avez pas forcément vu cette slide, c'est le profil médical. Donc, je le disais, c'est des informations clés de votre histoire de soins et elles sont utiles notamment en cas d'urgence. Et donc, on vient à présent sur une autre brique qui compose mon espace santé, qui est la messagerie sécurisée de santé. Et donc cette messagerie est vraiment une messagerie sécurisée. L'objectif aussi, c'est de changer un petit peu les pratiques et notamment les mauvaises pratiques qui sont d'utiliser des messageries qui ne sont pas du tout sécurisées, telles que des Gmail. Donc là, on a une messagerie sécurisée de santé qui s'adresse aux citoyens et aussi aux professionnels de santé. Et donc le professionnel de santé, donc lui seul peut démarrer la conversation pour, donner suite à un rendez-vous avec lui et notamment envoyer des documents via, cette messagerie sécurisée. De même, vous retrouvez toujours une capture d'écran de comment l'outil se présente sur votre espace santé et dernièrement est arrivé le catalogue de services, donc c'est un référencement d'applications de santé et de bien-être, donc certifié par l'État, qui permet aux citoyens d'identifier vraiment des applications de santé sécurisées et de confiance. L'objectif aussi à terme, c'est que, les documents qui seront renseignés sur ces applications puissent être synchronisés directement, dans votre espace santé pour mettre un jour, par exemple, vos informations sur le poids et cetera. Et donc pour, tous, il y a aussi des supports d'aide sur l'utilisation de cet espace santé. Tout d'abord, un support téléphonique qui a été mis en place par l'assurance maladie qui est le 3422, qui est un support très utile notamment dans le processus d'activation de l'espace santé. Parce que dans l'activation de l'espace santé, on a besoin de la carte vitale et pour certaines personnes, il y a aussi, les numéros qui sont effacés et donc dans ce cas-là, on appelle aussi le 3422 pour pouvoir avoir ces numéros et activer son espace santé. On a des aides qui sont disponibles sur le site et des formulaires pour contacter en cas de difficulté.
Donc mon espace santé, comme le disait aussi Margot, est arrivé récemment et on fête prochainement les 1 an de mon espace santé et donc c'est l'occasion aujourd'hui aussi de vous faire un petit peu un point d'avancement à l'échelle nationale, mais aussi, en ce qui concerne les Hauts-de-France sur le déploiement de cet espace santé. Donc aujourd'hui, la plupart des citoyens disposent d'un espace santé puisqu'il a été créé automatiquement. Donc environ 65,4 millions d'assurés sont désormais dotés d'un espace santé et au niveau de l'activation, donc à date du 15 janvier, 2023, 7,75 millions d'usagers ont fait la démarche d'activer leur espace santé. Il y a aussi un certain nombre de téléchargements de l'application mobile et de renseignements des informations dans le profil médical et aussi se développe l'usage de la messagerie sécurisée de santé. Et en ce qui concerne les chiffres en Hauts-de-France, on voit à travers l'alimentation du DMP aussi un déploiement de ces outils. Donc là, on est plus dans le secteur sanitaire, puisque le GRAD accompagne les établissements de santé au déploiement des services socles qui composent le Ségur qu'on a évoqué tout à l'heure en introduction. Et donc, on voit bien aujourd'hui que malgré que voilà, la plupart des espaces santé ont été créés automatiquement, une partie des usagers ont fait cette démarche d'activer donc son espace santé. Et il y a un enjeu aujourd'hui, en ce début d'année, d'accompagnement à l'outil, à l'utilisation de l'espace santé, tant côté professionnel que côté usager, parce que mon espace santé s'adresse à tous. Donc, côté établissement de santé, on accompagne effectivement le déploiement du dossier médical partagé et la messagerie sécurisée de santé. Et côté usager, l'objectif, c'est d'accompagner sur l'appropriation de leur espace santé parce que c'est vraiment un outil à disposition des citoyens et il y a tout un enjeu, comme on le disait avec cet enjeu de confidentialité, de prise en main de cet outil par l'usager pour que vraiment ce sont ses données de santé et que ce soit lui qui puisse les gérer à travers son espace santé. Et tout ça s'inscrit aussi dans un contexte bien particulier qui est celui de l'électronisme. Johanna l'évoquait en introduction, en ce qui nous concerne sur la région des Hauts-de-France. Environ une étude menée par l'INSEE montre que 800 000 habitants, 800 millions d'habitants sont en situation d'électronisme. Alors, contrairement à une idée reçue, ce n'est pas forcément que les personnes âgées qui sont dans cette situation. On retrouve aussi des jeunes peu diplômés qui rencontrent des difficultés avec le numérique et notamment avec les démarches administratives en ligne. Et donc, face à cette situation, un dispositif a été mis en place au national et s'applique en région à travers le dispositif des ambassadeurs Mon Espace Santé. Donc, c'est un réseau euh, de bénévoles ambassadeurs qui accompagnent l'usager sur l'appropriation de leur espace santé en réalisant plusieurs actions. Donc, ça peut être des actions de communication, de sensibilisation et d'accompagnement, mais aussi de formation de nos pairs sur Mon Espace Santé. Cela se manifeste aussi par la mise en place de stands lors de divers événements et dans divers, établissements, de mise en place d'accompagnement, soit individuel, soit collectif auprès des usagers sur Mon Espace Santé et globalement de la diffusion de l'information sur l'espace santé. Et donc pour constituer ce réseau d'ambassadeurs, on s'appuie sur plusieurs, typologies d'ambassadeurs. On a, les ambassadeurs de l'inclusion numérique qui rassemblent tous ces professionnels qui accompagnent au numérique. On a les collectivités, notamment dans le cadre des contrats locaux de santé. On a les institutionnels, donc on retrouve, nous, le GRAD, l'assurance maladie et les ambassadeurs du secteur sanitaire et médico-social. Par exemple, de manière très concrète, ça peut être, une secrétaire médicale dans un établissement de santé qui, s'engage à diffuser l'information sur, Mon Espace Santé auprès des patients lorsqu'ils arrivent, à l'accueil au secrétariat. Et donc la démarche pour devenir ambassadeur est assez simple. Il suffit de s'inscrire, via le G-form, d'inscription, qu'on vous communiquera dans la discussion et aussi l'objectif, au-delà d'accompagner, l'usager, c'est aussi de pouvoir vous former,
sur mon espace santé à travers des formations, mises en place au national, mais aussi, par le grade, des webinaires, et des formations aussi en présentiel pour vraiment faire des ateliers, déjà pour que vous puissiez prendre en main votre espace santé et ensuite de faire des propositions d'actions, d'accompagnement de manière plus locale dans vos structures ou sur votre territoire. Et donc l'objectif aussi, c'est de définir plusieurs profils d'ambassadeurs en fonction de chacun. Donc on a l'ambassadeur qui, fait de l'information, globalement sur mon espace santé. On a celui qui accompagne, donc qui accompagne pour que l'usager s'approprie cet outil qui est mon espace santé. Ceux qui participent à des événements dans les établissements de santé et sur son territoire. Et on a aussi beaucoup d'événements de valorisation des actions portées par le réseau. Ça peut se manifester par des conférences de presse, des tables rondes ou des webinaires comme celui-ci. Et donc, après vous êtes formé sur mon espace santé, l'objectif de ce dispositif des ambassadeurs, c'est de vous outiller pour mener à bien vos actions d'accompagnement de l'usager sur le terrain. Donc pour cela, il y a un kit de l'ambassadeur qui a été mis en place au national qui, rassemble des supports de formation et de présentation de mon espace santé. Les outils de communication comme la vidéo qui malheureusement n'a pas fonctionné pour le webinaire, mais qu'on vous partagera par la suite. Mais voilà, tous ces outils sont utiles, notamment aussi des pas à pas pour pouvoir guider l'usager sur l'appropriation de cet espace santé. On a aussi un lien direct avec, le national à travers une foire à questions pour voilà, poser toutes les questions qui peuvent émaner de vous en tant qu'ambassadeur usager sur mon espace santé. Et en plus de ces outils construits au national, on a les outils que nous construisions en région. Donc l'objectif étant de rendre accessible à tous l'espace santé. Et donc c'est de proposer des outils pédagogiques pour, heu, diffuser l'information. Donc on a le flyer qui, vient plus sur le processus d'activation pour permettre de guider l'usager, sur voilà, comment on fait pour activer son espace santé. On a des outils de communication à grande échelle, donc une bâche qui circule dans les établissements de santé sur l'ensemble de la région. Et l'objectif aussi, en intégrant ce réseau d'ambassadeurs, c'est de réfléchir ensemble à la manière de rendre le plus accessible possible mon espace santé et les présentations qu'on peut fournir sur mon espace santé. Alors, une panoplie d'actions et un petit peu un échantillon des actions qui ont déjà été menées par le réseau des ambassadeurs. On voit qu'il y a plusieurs catégories d'actions. Il y a des actions qui sont menées dans les établissements de santé. Donc là, l'objectif, c'est d'aller au cœur des établissements de santé et notamment de ceux qui alimentent déjà, les services socles de mon espace santé, à savoir le dossier médical partagé notamment. Donc on vient directement dans ces établissements, on met en place des stands d'information. L'objectif, c'est d'informer le patient, l'usager sur l'existence de cet espace santé. On a des actions de valorisation des actions portées par le réseau. Donc on a notamment participé à une conférence de presse sur Valenciennes avec, la CPAM du Hainaut. On a aussi plusieurs tables rondes qui ont eu lieu, courant de l'année 2022. On a des actions qui s'inscrivent plus dans l'écosystème de l'inclusion numérique avec la participation à différents forums, différents festivals du numérique et des actions de formation, notamment formation ici pour les volontaires de Petits Frères des Pauvres qui avait lieu sur l'Oise. On peut passer maintenant aux questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors je n'ai pas forcément de visuel sur les questions. Alors, il y a une première question. Donc, comment les aidants ont accès à l'espace santé via le même identifiant ou code que la personne par un autre biais? Donc, par exemple, les aidants en titre d'éducateur spécialisé dans un lieu non médicalisé. Donc en ce qui concerne le rôle des aidants, il y a une volonté de renforcer la place des aidants dans l'utilisation de l'espace santé. Heu, voilà, après en ce qui concerne l'utilisation de l'espace santé, c'est vraiment un identifiant pour un usager, donc il n'y aura pas de code pour prendre,
pour l'ensemble de plusieurs personnes qui pourraient avoir accès à l'espace santé. En ce qui concerne, l'utilisation de l'espace santé par, un tiers, il y a aussi l'habilitation Aidant Connect qui permet de faire à la place de la personne pour l'utilisation des outils numériques, dont Mon Espace Santé. Ok, ensuite, il y avait une question, alors je ne suis pas sûre de l'avoir comprise. Possibilité d'interface usager. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Sinon, il y a une question concernant Est-ce que c'est spécifique pour des personnes en situation de handicap intellectuel ou par exemple avec un handicap intellectuel et psychique? Donc, je pense que c'est par rapport à l'accessibilité. Mmh mh. Alors, l'utilisation de l'espace santé, comme on le disait tout au début de la présentation, c'est vraiment une interface fluide et accessible pour tous. Donc des personnes en situation de handicap peuvent, notamment avec l'application mobile qui est très facile d'utilisation, justement utiliser cet outil, numérique. Alors, je me permettrai un petit complément. Mmh. Il y a, un audit, hein, depuis l'ouverture de la plateforme, à l'ensemble des citoyens en janvier 2022. Un audit est en cours, sur l'accessibilité de l'application. Maintenant, ça c'est, voilà une interface, d'accessibilité, qui sera de toute façon, enfin malgré tout, limitée parce que le numérique, de sources, simples et claires et pas forcément, à destination de l'usage de chacun. Et je pense que, par rapport à ce que l'on propose sur Mon Espace Santé et ce que le national, véhicule, comme proposition, c'est que, bien évidemment, Mon Espace Santé est à la main, du citoyen, permet en tout cas de redonner, l'accès à ces données de santé aux citoyens. Mais si le citoyen, pour des raisons, de fracture numérique, d'électronisme ou simplement, de difficulté à avoir accès, aux outils, enfin voilà, les notions de fracture numérique tout simplement, d'autres solutions sont envisagées et Mon Espace Santé peut aussi fonctionner en en format un petit peu plus endormi, et comme le précisait, Victorine, c'est le cas effectivement du renforcement de l'accompagnement des aidants professionnels et familiaux pour sécuriser en tout cas aussi de manière législative, ces accès, puisque ça reste de la donnée personnelle et de la même façon, on fonctionne et on continue de fonctionner avec des outils, qui existent depuis plusieurs années comme le DMP, qui lui est une brique fonctionnelle que l'on ne voit pas nous en tant que citoyens, mais qui fonctionne comme un stockage, de documents qui permet, si la personne n'est pas en capacité, que ce soit de communiquer son historique ou parce qu'elle a simplement fait un malaise ou voilà, le professionnel de santé, à condition qu'il ait des habilitations, je répondrai du coup à la question aussi, sur les transmissions de données et l'accès à ces données. Si le professionnel a les habilitations permises, à savoir il a un numéro d'authentification qui lui permet d'accéder au DMP, il pourra aussi avoir accès à votre historique et avoir les informations essentielles pour votre prise en charge dans le cas où vous ne seriez pas en capacité de pouvoir communiquer voilà, votre historique de soins. Donc, pour faire simple, il y a à la fois aussi cet aspect, donc on redonne accès aux données de santé à chacun d'entre nous pour savoir concrètement quelles sont les informations qui sont contenues dans le DMP et est-ce que je peux, moi, les voir visibles. Donc, vous avez la possibilité de les filtrer, de les supprimer, de les masquer pour certains professionnels. Et ces professionnels-là ne sont pas tous les professionnels que vous voyez. Il y a évidemment une habilitation DMP qui est à la sensibilité du secteur. Vous n'avez par exemple, enfin votre professionnel de santé libéral, votre médecin traitant, aura probablement toute la visibilité. Par contre, vous prendrez votre neurologue, par exemple, il n'aura pas accès, ou en tout cas qu'à des briques spécifiques. Et donc, ça, c'est aussi un tri qu'il y a aussi sur la transmission des données, qui émane à la fois donc d'un cadre législatif, d'une habilitation professionnelle et renforcée aussi par votre action de sensibilisation, de partage de données. Ok, merci beaucoup Margot.
Du coup, je poursuis par rapport aux questions. Alors, du coup, moi, j'ai mis un lien par rapport à Aidant Connect. Il y a aussi un mandat de la CNIL où on peut remplir, mais du coup, c'est au cas par cas. Donc, c'est pas de manière générale. Donc, c'est par accompagnement. On peut faire remplir un mandat pour être habilité à remplir des données à la place de quelqu'un. Donc, c'est un mandat de la CNIL. Donc, je peux aussi vous mettre le lien. Sinon, il y avait une question sur, effectivement, voilà, ça c'est par rapport aux données sensibles. Donc, effectivement, ça complexifie l'accompagnement des personnes. Et du coup, il y a quelqu'un qui propose, du coup, peut-être serait-il possible de proposer des liens vers le sport santé. Voilà, je ne sais pas, Victorine, si, ou Margot, s'il y a une réaction par rapport à ça. Oui, Monsieur Joliveau, c'est ça? Ah, on vous entend pas. On ne vous entend pas. Ah, ça marche pas, désolé. Ça ne marche pas. Euh, du coup, voilà. Donc par rapport à la transmission des données, donc je pense que Margot vient de répondre par rapport aux professionnels qui pourraient y avoir accès. Ensuite, il y a une question sur, voilà, est-ce qu'il y a un lien entre mon espace santé et le dossier unique de l'usager en établissement social et médico-social? Si oui, lequel? Si tu veux, je réponds, Victorine. Oui, 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 vas-y, Margot. Oui, bien évidemment qu'il y a un lien entre mon espace santé et le DUI, parce que le DUI, si vous voulez, c'est la brique fonctionnelle, le logiciel métier qu'il y a au sein de votre établissement, qui, s'il est référencé Ségur, je vais essayer de ne pas rentrer trop dans la technique, mais en fait, l'alimentation du DMP passe par votre dossier unique usager. Et donc, le DMP, comme on l'a expliqué, c'est cette brique invisible de stockage de documents qui est visible par l'intermédiaire de mon espace santé. Et donc, évidemment, il y a un lien très direct entre le dossier unique de l'usager qui alimente le DMP et qui est rendu visible par mon espace santé. Ok, merci. Ensuite, il y a une autre question. Bonjour, en tant que professionnel, si je souhaite transférer un document à un autre professionnel, Attendez, excusez-moi, je me permets oui, de poser une petite oui, question, parce que je voulais rebondir dessus. allez-y. Quand vous dites que si on remplit une donnée médicale dans le DUI, sachant qu'on n'a pas tous le même, alors de ce que j'ai compris, doit être labellisé Interopérable. dans le Ségur, c'est ça? Mm, mm. Ok. Et ça veut dire que bon, s'il est labellisé là-dedans et qu'on met une information sur ce DUI, ça veut dire qu'il va apparaître sur mon espace santé? Oui, alors en fait, c'est une histoire de flux un peu technique, mais encore une fois, je vais essayer. Si vous avez un DUI compatible Ségur, qui en fait, qui veut dire qu'il est interopérable avec les services et référentiels socles nécessaires à l'alimentation de mon espace santé. Et donc, en l'occurrence, le service socle, c'est le DMP. Ça fonctionne comme un cloud. Vous connaissiez avant le DMP à l'utilisation du citoyen, ça a disparu, parce que maintenant, en fait, les flux DMP ont été ouverts pour tous, et je répondrai du coup aussi à la question de Madame Couturier par la même occasion. Le DMP, aujourd'hui, il est alimentable pour tous, parce que les flux sont ouverts. À partir du moment où vous avez un logiciel métier, peu importe votre structure, qui alimente le DMP, le document part. Mais je vais mesurer aussi mes propos. Ils partent à condition que vous ayez les habilitations et le cadre légal qui correspond. Ce qui veut dire que vous êtes un professionnel habilité à alimenter le DMP. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la matrice DMP quantifie et clarifie quel professionnel peut alimenter quel document et sur quelle brique. Et cette matrice, pour le médico-social, aujourd'hui, est en cours d'évolution. Donc, la matrice DMP pour le médico-social va aussi évoluer pour permettre à un certain nombre de professionnels qui accompagnent les usagers de pouvoir avoir des habilitations. Bien sûr, elles ne seront pas au même titre qu'un médecin traitant, parce que ça reste de la donnée de santé. Par contre, tout document utile à l'accompagnement dans le secteur du médico-social et utile à l'usager pourra effectivement être alimenté. Donc ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui au national, réfléchies dans des task force
et qui vont évoluer. Donc ça, voilà, effectivement, vous pouvez, si vous avez l'habilitation et donc avec votre carte CPS, alimenter le DMP. Et donc, de source sûre, si ça part au DMP, c'est visible par le citoyen sur mon espace santé. D'accord, ça veut dire que donc sur le lien que vous avez envoyé par rapport au CNIL, il faut que je vérifie par exemple si les éducateurs spécialisés qui ne travaillent que dans le social et donc pas dans le médical, enfin, qui ont une fonction sociale et pas médicale et qui ne sont pas censés avoir accès au médical, mais qui accompagnent quand même le médical, est-ce qu'on pourra peut-être avoir un accès à ce niveau-là du coup, si c'est ça. À terme, effectivement, les réflexions se posent autour des travailleurs sociaux, assistantes sociales, éducateurs spécialisés, parce que pour de bonnes raisons, ils pourraient avoir accès à un certain nombre d'informations relatives à l'accompagnement qu'ils proposent aux usagers. Par contre, voilà, c'est de la donnée malgré tout dite sensible, et donc l'ensemble des informations ne seront pas visibles, mais dans le cadre d'un accompagnement précis, l'habilitation DMP, justement, est en cours d'évolution pour les travailleurs sociaux. D'accord, ok, super. Merci. Juste une question par rapport au consentement des personnes dans nos établissements médico-sociaux par rapport à ce lien entre le dossier unique et le DMP. Qu'en est-il par rapport à ça? Alors du coup, légalement, le DMP maintenant est en format d'opt-out. Alors, c'est juste le mot un peu barbare, mais cet opt-out signifie que sans opposition de la part de l'usager, du professionnel, du citoyen, le consentement est valable. Et donc, on pourra également vous communiquer des informations relatives aux manières de fonctionner sur la transmission d'informations autour de mon espace santé. Mais aujourd'hui, mon espace santé est beaucoup moins rigide que ne l'a été le DMP à l'époque du recueil du consentement, parce qu'on part du principe que si vous ne vous y opposez pas, vous autorisez l'alimentation. Et donc, une simple information orale lors de la visite de l'usager suffit aujourd'hui à l'informer que l'information ou le document sera alimenté sur son espace santé. Ok. Du coup, est-ce que c'est par rapport à ces questions? Du coup, il y avait Madame Couturier. Oui, alors du coup, effectivement, ça répond aussi à la question, c'est que c'est l'inverse aujourd'hui du DMP aujourd'hui, de quelques années où le DMP, on était contraint à ce que le DMP soit obligatoirement activé. Aujourd'hui, avec mon espace santé, vous avez deux volets. Vous avez l'ouverture de mon espace santé qui inclut du coup que le DMP, le flux DMP peut être alimenté. Donc ça, c'est cette ouverture. Et on a l'autre volet d'activation de mon espace santé qui, en fait, rend visible ce que contient mon espace santé aux citoyens. Et donc, cette différence entre alimentation et activation, elle est essentielle aujourd'hui parce que si le citoyen n'a pas activé son espace santé, vous, en tant que professionnel, vous pouvez malgré tout contribuer à l'alimentation de cet espace et renforcer, en fait, l'historique de soins et éviter les trajectoires, d'éviter les ruptures de trajectoire d'accompagnement ou de soins. Parce que, prenons un cas concret, par exemple, une personne qui va aux urgences et qui n'avait pas activé son espace santé, si les professionnels, dans son parcours de soins, ont fait la démarche d'alimenter ces différentes consultations ou interventions, peuvent, en cas d'urgence, solliciter le DMP en mode bris de glace et avoir l'historique en fait, du patient et, par exemple, se rendre compte qu'il est allergique à la pénicilline et donc ne pas lui faire une anesthésie générale. Voilà. Et donc ça, c'est des évolutions un petit peu significatives que l'on a et sur lequel le national a capitalisé en termes d'expérience relative au DMP, de se dire l'activation de tout à chacun n'est pas suffisante aujourd'hui pour permettre d'avoir cet historique de soins et de répondre en cas d'impossibilité de communiquer sur son historique à la prise en charge que le professionnel de santé au niveau d'information que le professionnel de santé a besoin d'avoir au moment de la prise en charge. Je ne sais pas si je suis très claire,
Et sinon, n'hésitez pas, je peux être encore plus claire. Ok, du coup, je continue. Sinon, voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Est-ce que donc Madame Descamps, est-ce que tous les médecins généralistes ont la possibilité d'accéder à l'espace santé de leurs patients ou faut-il une mise à jour de leur logiciel? Bah, là aussi, c'est l'aspect un petit peu technique. C'est ce que je vous évoquais en préambule. Le Ségur du numérique, c'est aussi cet aspect essentiel et obligatoire de mise à jour logicielle pour l'ensemble des secteurs d'activité. Donc, ça implique le dossier usager patient pour le médico-social et social. Ça implique ce qu'on appelle le DPI, dossier patient informatisé dans les secteurs du sanitaire. C'est aussi le cas des logiciels de cabinet pour les secteurs de ville. Voilà, en fait, on a différents logiciels métiers pour chaque secteur, pour la pharmacie, la radiologie, etc. La volonté primaire, c'est de faire en sorte que peu importe votre éditeur, peu importe votre logiciel, ils puissent tous communiquer entre eux. Je vais vous prendre un exemple très concret. C'est aujourd'hui, par exemple, permettre de pouvoir télécharger une application Apple sur un téléphone Android. Cette interopérabilité, elle se matérialise de cette manière. Si l'engagement du national et ce virage numérique, il est essentiel pour passer par cette interopérabilité, parce que si on veut ce partage fluide, il faut s'assurer que tous les éditeurs aujourd'hui, dans leur code de développement, je ne suis pas non plus du métier, mais voilà, c'est un aspect éditeur, mais il faut s'assurer qu'en tout cas leur logiciel puisse communiquer entre eux et recevoir et transmettre l'information de manière identique. Et donc, ça, évidemment, ça nécessite des mises à jour éditeurs, des mises à jour logicielles qui coûtent aux établissements, qui coûtent aux structures, qui coûtent aux professionnels de santé libéraux. Et donc, ces 2 milliards investis dans le Ségur sont aussi à contribution de ces mises à jour logicielles. Et donc, de la même façon, et je mettrai un complément aussi par rapport à l'introduction de Johanna tout à l'heure, dans le secteur médico-social et social, le collectif ESSI aujourd'hui est très présent dans la région pour vous accompagner à l'émergence de projets et à vous accompagner aussi sur le besoin que vous auriez, notamment sur des projets comme ESMS numérique, qui sont des projets financiers un peu techniques, je préfère être honnête, mais qui permettent la montée de version de logiciels dans le domaine. Voilà. Ok, oui, je viens de vous mettre le lien vers le site internet du collectif SI. Je viens de mettre le lien dans le chat. Ensuite, pourriez-vous nous transmettre un support du webinaire, s'il vous plaît? Donc, Je pense que oui, c'est tout à fait oui. possible à la fin du Ok, webinaire. ça marche. Ensuite, monsieur ou madame Druyon, un patient qui se fait suivre tous les 3 mois par prise de sang, tous les résultats rentrent dans son dossier par action du médecin traitant. Enfin, c'est une question. Alors, oui et non. Il y a 2 réponses, il y a 2 niveaux de réponse. C'est que oui, si le professionnel de santé a son logiciel mis à jour et si lui-même joue le jeu d'alimenter le DMP, parce qu'aujourd'hui, c'est ce dont on se rend bien compte aujourd'hui aussi, c'est que mon espace santé, c'est une utilisation qui est garantie à la fois par l'engagement des professionnels et des structures à alimenter les informations pour permettre aux patients d'y avoir accès. Et c'est aussi un gage de garantie par la sensibilisation et les actions que l'on entreprend, chacun d'entre nous, à sensibiliser autour de mon espace santé et à favoriser l'utilisation de mon espace santé. Donc, c'est le réseau des ambassadeurs, mais c'est aussi toutes les actions d'accompagnement à l'utilisation du numérique ou en tout cas à trouver aussi des passerelles pour les personnes qui ne pourront pas l'utiliser aussi. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. Je pense que dans le milieu, on identifie souvent mon espace santé à la révolution carte vitale aussi. Parce que au moment de la carte vitale, il y avait aussi beaucoup de réfractaires au fait que voilà, cette carte n'avait pas forcément d'utilité, etc. Aujourd'hui, l'ambition de mon espace santé et de ce carnet numérique vaut aussi quasiment à cette révolution vitale, cette révolution carte vitale. Mais
sans être en remplacement du papier. C'est-à-dire que c'est un complément. Et puis, c'est pour s'assurer qu'aujourd'hui, voilà, vous vous êtes fait opérer il y a 10 ans. Bah, dans 10 ans, potentiellement, on aura la date précise et vous n'aurez pas à répéter aux praticiens que vous rencontrez pour la première fois tout votre historique. Et ça, c'est quand même essentiel. Maintenant, on se rend bien compte et il faut l'avoir en tête que ce ne sera pas à l'usage de tout à chacun. Et c'est aussi ces passerelles-là aujourd'hui qu'il faut renforcer par l'accompagnement et par l'inclusion qu'on doit avoir en tête, d'accompagner les publics les plus fragilisés pour qu'ils aient quand même, eux, au moins connaissance que les informations sont disponibles ici et auquel cas, qu'ils puissent avoir des ressources à proximité qui leur permettent de ne pas avoir cette rupture de trajectoire. Donc, soit les professionnels qui font et qui jouent le jeu d'alimenter les informations pour que les personnes qui sont en incapacité de pouvoir communiquer sur leur historique puissent quand même bénéficier d'un soin de qualité parce qu'on a tout cet historique, ou auquel cas que les aidants, familiaux ou professionnels, puissent, en leur nom et sur des aspects légaux et sécuritaires, transmettre les informations qui sont contenues sur leur espace santé. Et donc, voilà, juste pour répondre à votre question, monsieur Druyon, ou madame, je ne sais pas du coup, désolée, c'est bien évidemment la prise de sang, oui, elle va être sur mon espace santé, mais cette prise de sang, elle est aussi faite par un laboratoire plutôt. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce que le laboratoire joue le jeu? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour tous, donc c'est aussi les chantiers qui sont en cours. Mais voilà, en fait, quand on avancera étape par étape, effectivement, l'idée, c'est que toutes ces prises de sang-là, elles puissent être sur le dossier et accessibles sur mon espace santé. Et à terme, il y a aussi des réflexions, pour être tout à fait au clair avec vous, il y a des réflexions sur le fait que si la prise de sang a les mêmes cotations que celle de 3 mois auparavant, elle écrase l'ancienneté pour éviter aussi que mon espace santé, au bout d'un moment, se retrouve à être un fourre-tout de documents et finalement beaucoup moins lisible que ce que ça ne voudrait. Aujourd'hui, ce n'est pas une possibilité. Aujourd'hui, on est juste sur de l'alimentation. À terme, et dans les évolutions futures, il y aura aussi un aspect d'ancienneté, de documents qui seront écrasés dès lors qu'une prise de sang est plus actuelle. Et donc j'imagine c'est peut-être la même. Donc il y a une question qui est en relation, enfin c'est la même question, mais par rapport aux vaccinations Covid et grippe. Donc j'imagine c'est le même principe. Tout à fait. Et là aussi, on le fait. Mon espace santé a un aspect essentiel. Excusez-moi, madame. Il y a un aspect essentiel aussi de prévention autour de mon espace santé, parce que là, vous parlez effectivement de la vaccination et c'est ça qui est essentiel, notamment pour les jeunes enfants. Il y aura des rappels. Enfin, il y a des rappels aussi qui sont prévus dans mon espace santé dès lors que vous avez l'application. Ça permettra aussi de faire à la fois de la prévention sur les vaccinations et plus de la transmission d'informations, parce que pour le Covid ou pour la grippe notamment, vous aurez aussi aujourd'hui dans votre espace santé, vous avez votre attestation Covid avec votre passe vaccinal, par exemple. Et donc, du coup, voilà, il y a aussi cet aspect essentiel de pouvoir retrouver très rapidement son information et aussi de faire de la prévention. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui en France aussi parce qu'on a des efforts à faire sur la prévention. Ok, parfait, merci. Et du coup, il y a Monsieur Joliveau qui rajoute du coup par rapport au concept de sport santé. Voilà, Monsieur Joliveau, je ne sais pas si vous vouliez dire quelque chose. Voilà, en tout cas, voilà, on peut revenir vers lui par rapport si on a des questions par rapport à ce sujet-là. Ah, bah on vous entend toujours pas. Désolée. En tout cas, on a pris bonne note de votre, je sais pas pourquoi, mais du coup, on a pris bonne note en tout cas de votre message dans Teams. Et du coup, je peux aussi le mettre dans le mail aux participants. Voilà. Ok, très bien. Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, on arrive à la fin. Donc, on a tenu un timing parfait.
Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, je vous envoie par la suite les liens qu'on a partagés dans le chat. Alors, peut-être une dernière question qu'on prend et ensuite, je vous propose de revenir directement vers Victorine ou Margot pour voilà, s'il y a d'autres choses à voir ou vers moi pour plutôt par rapport au projet Print. Mais du coup, Dominique, elle demande, pour les enfants qui sont rattachés aux parents, c'est un espace santé différent ou le même que celui des parents? Victorine, je t'en prie. Donc pour les enfants qui sont mineurs, effectivement, leurs profils sont rattachés à celui du parent. Mais après, dès lors que l'enfant devient majeur, il aura son propre espace santé, donc il aura aussi à refaire la démarche d'activer ou de s'opposer à, la reprise de son espace santé. Et donc ce sont des espaces santé vraiment propres à l'enfant, à chaque enfant. Donc il y a aussi la démarche d'activer, son propre espace santé et aussi d'activer les espaces santé, des enfants. Ok, et je crois que j'en avais zappé une dernière pour le réseau des ambassadeurs. C'est à titre personnel ou professionnel qu'on s'inscrit? Alors, le réseau des ambassadeurs rassemble des personnes qui s'inscrivent bénévolement pour mener les actions d'accompagnement auprès des usagers, mais ça peut être tout aussi bien des professionnels, donc des professionnels du secteur sanitaire, médico-social, l'inclusion numérique ou des collectivités qui s'engagent dans le cadre de leur activité professionnelle à accompagner l'usager sur l'appropriation de leur espace santé. C'est vraiment ouvert à tous. Et l'objectif, c'est de pouvoir vous former et vous accompagner sur les actions de terrain au plus proche, des usagers. Et il y avait une question d'âge par rapport à l'espace santé enfant ou dès 15 ans. Du coup, sa question c'est de Madame Rosnovitch. Alors, dès la naissance, on aura, un espace santé qui sera, possible d'activer pour l'enfant et jusqu'à ses 18 ans, il sera rattaché au profil des parents. Ok, parfait. Bah, du coup, je vous propose d'en rester là. Voilà, il est 10h01, donc c'est parfait. Donc, pour toute autre question, voilà, comme dit, je vous invite à reprendre attache avec Victorine ou Margot. Et en tout cas, merci de votre participation et surtout merci du coup à Margot et Victorine pour votre intervention. Et bah, je vous souhaite une bonne journée de grève ou pas de grève, à chacun comme il voit les choses. Et en tout cas, à bientôt et merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Merci à tous. À bientôt, à la prochaine. Au revoir.